nos amis chroniqueurs justement de cette émission. Samira Hadjamal pour sa part nous emmène droit au sud à Djanet, la perle du désert, pour nous parler de ces qsours qui ont plein d'histoires, plein de, comment dire, de légendes aussi à raconter absolument. Et puis nous retrouverons Yassine Yalla qui nous parle aujourd'hui du télétravail et de ses différentes formes. Est-ce une véritable révolution ou est-ce juste un phénomène de mode? En tout cas, ça crée le débat un petit peu partout, ça crée aussi des polémiques un petit peu partout. Nous en parlerons avec lui dans un instant. Par ailleurs, Hasna Zouberi reviendra aussi sur la sécurité routière dans sa rubrique dédiée justement à cet aspect. Safety Road, ça s'appelle. Et puis, nous retrouverons également Amina Zeri. Son invitée du jour est Abed Amina. Elle est artiste. Elle va aussi nous promener à travers la poésie des bouqalettes notamment. C'est de, comment dire, c'est de rigueur durant Ramadan. C'est aussi... c'était à la mode il y a longtemps et c'est en train de prendre de l'ampleur de plus en plus depuis pas mal d'années. Puis dans cette émission, nous aurons aussi le plaisir de rejoindre, ou plutôt d'être rejoint par un invité qui est un véritable aventurier. Il aime les voyages, il est, comment dire, très assoiffé de découvertes, notamment pour ce qui relève des cultures et des traditions africaines. Donc aujourd'hui, il nous parle de son tout dernier périple en Afrique. Il revient justement sur ses carnets de voyage dans ce pays magnifique. Il nous décrira avec de plus amples détails. Et j'ai nommé la Mohamed Hiawi. Voilà pour ce qui relève du contenu de cette émission. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en notre compagnie. En tout cas, on est ravis de vous servir et c'est jusqu'à 10h30 pour ceux qui ne le savent pas. Ça débute toujours par un point météo. C'est très important de connaître les nouvelles du ciel avant de sortir. Et c'est avec Amel Laribi qu'on va avoir ces informations tout de suite. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour. Ça va, Amel? Ça va très bien, merci. En régie, on me souffle qu'il pleut. Ah, voilà. bah, ils ont voilà l'image en direct à partir de la régie. Ouais, on l'avait prévu aussi. Voilà, j'ai prévu mon parapluie en tout cas, sans savoir. Ah, bah, ça va, c'est bien. Mars, le mois des fous, ben, c'est comme ça, c'est de mise. Il faut une veste, il faut aussi un parapluie. Puis voilà, essayez quand même de ne pas être surpris. Du tout, non? On s'habitue. Alors voilà, on va quand même voilà, voir les véritables nouvelles du ciel. Bah, allons-y alors. Merci. Merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit un ciel souvent nuageux. C'est une grande partie des régions nord, qu'on peut le voir sur la carte, accompagné de quelques pluies par endroits sur pratiquement l'ensemble des régions du nord. Puis une petite amélioration se fera sentir, mais par l'ouest durant la journée et sur le centre et l'est en soirée. À noter des vents forts, et oui, jusqu'à 50 km/h. C'est pratiquement l'ensemble des hauts plateaux et les régions intérieures d'ouest en est. La moitié sud, des vents forts également sur une grande partie des régions sahariennes qui vont engendrer des soulèvements de sable. Donc soyez très très prudents. La visibilité risque d'être réduite vers ces régions avec un ciel généralement dégagé mais passageusement nuageux vers l'extrême sud, le Égard Tassili et le sud du Sahara oriental qui sont accompagnés de quelques pluies par endroits mais qui sont parfois sous forme d'averses orageuses vers la wilaya de Djanet. Côté température, eh bien Météo Algérie prévoit des températures de saison cette fois-ci avec toutefois un minimum de 16 degrés seulement à Tiaret, 17 à Al-Bayr de Djelfa, 20 degrés à Tizi Ouzou, 21 à Oran Alger, 22 du côté de Annaba et Tlemcen, 23 à Batna, au sud, 23 également du côté de Béchar Tindouf, 26 à Gardaya, 30 Biskra, Insalah Tamanrasset, 32 à Djanet, 36 à Elizi et enfin 38 à 39 degrés de Bolj Bedi Mokhtar vers Ingzem. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera peu agitée sur pratiquement toutes les côtes durant cet après-midi avec des vents qui varient entre 20 et 30 km/h sur les côtes centre. Les vents sont de secteur sud et jusqu'à 40 km/h sur les côtes ouest et est. Les vents sont de secteur ouest à sud-ouest sur les côtes ouest et sud-est sur les côtes est.
Et on termine maintenant ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h44. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite de programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel. Merci. On est un petit peu encombré ce matin. Ouais. Ça va? Durant cette matinée, oui, je l'ai découvert. Le froid t'a frappé. Darbek الريح. Exactement. Comme ça qu'on dit. Traduction intégrale. Traduction intégrale de l'expression qu'on utilise pour dire qu'on a eu un petit rhume au passage. Il y a de quoi, vous me direz. Il y avait le froid, voilà, de fortes températures suivies d'une chute brutale. Oui, une chute sensible. Sensible, tout à fait. Bah, il y a de quoi être malade. Exact. Faites attention, mars, c'est vraiment le mois des fous. En tout cas, on espère en tout cas que ce mois de mars sera clément pour tous, qu'il sera surtout clément pour nos frères palestiniens qui vraiment, voilà, souffrent et passent par de mauvais moments. On est vraiment de tout cœur avec eux, on pense à eux et bien sûr, même si nos vies continuent, voilà, on a toujours la Palestine dans nos cœurs tous les matins. En tout cas, bon réveil à tous, bonne journée. Tout de suite, on est au mois sacré de Ramadan. Et quoi de mieux qu'un chant justement religieux qui met en relief Ramadan. C'est avec Maher Zain qu'on va la voir. Un petit peu le plafond et je suis ravie de vous avoir avec nous ce matin, ravie aussi de retrouver mes amis qui se sont installés entre temps. Il s'agit en l'occurrence de Samira Hadj Ahmad. Ça va? Bonjour Radia, bonjour à tous. Oui, on est ravis de te retrouver ce matin, toi qui nous balades à travers le patrimoine. Oui, Janet, aujourd'hui, une petite balade à Janet comme ça, parce que c'est beau et parce que ça le mérite, et parce que ça... Il y a beaucoup de choses à dire. C'est la perle du désert, hein, par excellence. En tout cas, Yacine est avec nous aujourd'hui. Yacine Yalla, bonjour. Bonjour Radia. Ça va? Alhamdoulilah, صحة رمضانكم. Allah يسلمك, انت زادا Ramadan Et Karim. dorénavant avec nous, puisque tous les lundis, il sera... Oui, habituellement, il passe les week-ends avec Nour El Houda. Vous allez le retrouver. Et le lundi à partir d'aujourd'hui. Très bien, bienvenue. En tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous, Yacine. Yacine, vous allez bien sûr nous balader à travers la vie professionnelle, différents aspects, différentes thématiques. Aujourd'hui, on s'intéresse au télétravail et c'est après ceci. Voilà, le télétravail, est-ce vraiment une révolution, dites-moi Yacine, ou est-ce que c'est seulement un petit phénomène de mode? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors on verra justement dans le détail le télétravail aujourd'hui. C'est vrai que le télétravail existe depuis très très longtemps, mais l'avènement du télétravail s'est fait avec le Covid, avec l'apparition du Covid. Ça a été une révolution quelque part. À ce moment-là. C'est à ce moment-là. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble les trois tendances, les trois plus grandes tendances du télétravail, à savoir le full remote, on va expliquer, le mode hybride, c'est-à-dire 50-50, entre les deux, et le digital nomadisme. Donc on va expliquer tout ça. Et quand on parle de télétravail, il y a toujours deux visions du monde. Vous avez une partie de gens qui disent « Ah, c'est le rêve, je peux travailler à la maison, me balader en pyjama toute la journée. » On y a pris goût. Oui, on y a pris goût. Beaucoup en tout cas. Tout à fait, le café à la main, donc je peux gérer mes horaires comme je veux. Et en contrepartie, vous avez aussi une autre catégorie de personnes qui peuvent vous dire « Ah, le télétravail, vous savez, c'est des réunions, des visioconférences interminables, des enfants qui crient derrière, surtout si on a des enfants à la maison. Donc forcément, il y a du bruit. Et voilà, donc on va voir ça, on va voir les... On va commencer peut-être par le full remote. Le full remote, alors full remote, c'est bien sûr, tous ces concepts sont apparus aux États-Unis, d'où les noms en anglais. Voilà, in English, tout à fait. Alors le full remote veut dire travailler à distance totalement, c'est-à-dire c'est totalement à distance. Alors c'est comme son nom l'indique, c'est je travaille chez moi tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je n'ai pas l'obligation de me déplacer vers le lieu de travail ou de me rendre dans un bureau physique. Donc bien sûr, c'est depuis le Covid que
Absolument, ça a sauvé l'humanité. Ça a sauvé aussi l'humanité. Les entreprises avaient besoin de faire travailler les gens, donc forcément cette solution était... La formation se faisait à distance. Même la formation, la scolarité a été sauvée ainsi. Tout à fait, tout se faisait à distance. Et bien entendu, comme chaque concept, ça a ses avantages et ses inconvénients. Absolument. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors le full remote, parmi les avantages, vous avez fini les horaires fixes, donc vous pouvez... faire votre travail à n'importe quel moment, vous êtes libre de votre temps, il y a moins de stress lié aux embouteillages parce que se déplacer... On n'est pas obligé de s'habiller, on n'est pas obligé de s'habiller, voilà, exactement. On peut le faire pieds nus. Voilà, ça a été exploité dans certains films, etc. Oui, où tout à fait. Des chefs d'entreprise s'habillaient seulement en chemise, et le bas du pyjama ou le short pour le bas. Parce qu'on ne voit que le haut. Exactement, surtout pour les visioconférences. Et vous avez aussi, vous minimisez les coûts aussi sur le full remote parce que vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas de frais de carburant, vous ne sortez pas à midi, vous ne payez pas votre déjeuner à midi. Tout à fait, et même les entreprises économisent sur les loyers et sur les charges aussi, l'électricité, l'Internet, etc. Et parmi les inconvénients, il y a l'isolement total parfois. Absolument. Au début, c'est agréable de se retrouver seul, de travailler seul, de ne pas peut-être devoir se déplacer, mais au fil du temps, après quelques jours passent, quelques semaines passent, quelques mois passent, et là... C'est la dépression. Et là, vous avez envie de l'interaction. C'est vrai que le brainstorming dans certains métiers et de mise est très important. Très important. Parce que ça enrichit les idées, ça permet de trouver les meilleures solutions. Voilà, absolument. Oui. Et ce qui est aussi difficile dans le full remote, c'est la difficulté de séparer la vie privée et la vie professionnelle. Étant donné que les horaires s'étendent et que vous pouvez envoyer des emails à minuit, donc vous ne voyez pas le temps passer. Votre salon devient votre bureau est aussi votre salon. Donc, il y a cette difficulté de dissocier vie privée et vie personnelle et vie professionnelle. Absolument. En Algérie, on essaye aussi, il faut toujours revenir à l'Algérie et zoomer sur l'Algérie. Donc, on essaye justement le... Ah ben voilà l'image que vous parlez tout à l'heure. Hein. Voilà. On essaie en Algérie de faire du télétravail et ça marche sur certains secteurs, comme dans l'IT, dans le graphisme, ça marche aussi dans la rédaction web, dans le marketing digital. Et ça ne marchera peut-être jamais sur d'autres secteurs, comme dans l'administration, dans le commerce physique, dans l'industrie. Dans l'enseignement, en tout cas, ça a beaucoup aidé parce qu'on avait des professionnels de par le monde qui pouvaient enrichir les universités. Tout à fait. Et vice-versa. Hein. Tout à fait. Nos universitaires aussi pouvaient intervenir à partir d'ici. Les artistes pouvaient aussi, sur les plateformes, montrer leur art. Montrer leur art, tout à fait, absolument. Donc, ça avait révolutionné. Alors, ça, c'est pour le full remote. Le deuxième mode, qui est le mode hybride, comme son nom l'indique, c'est 50-50. C'est-à-dire, c'est le meilleur des deux mondes. C'est un petit peu, c'est du télétravail et aussi un peu de présentiel de temps en temps. Donc, sur papier, ça paraît comme l'équilibre parfait. Mais en pratique, c'est toute une autre... Ça demande énormément d'organisation. Ça demande énormément d'organisation. Bien sûr, ça a ses avantages parce que vous n'êtes pas totalement coupé du monde. Vous partez de l'entreprise. Vous avez le concept du télétravail, mais avec la structure aussi du bureau et la socialisation du bureau. Donc, c'est ça l'avantage du mode hybride. Et il était avantageux par rapport à l'organisation d'événements. De cycles de conférences, de séminaires, etc. Absolument. Il y avait les deux, il y avait le présentiel, il y avait aussi les visioconférences, etc. Je ne sais pas ce qu'en pense Samira. Du télétravail. Du télétravail ou du mode hybride. Oui. Par Internet. Oui. Ça a duré, je crois, 2 semaines, je ne me rappelle plus très bien. Et c'était tous les jours, c'est-à-dire de 18h à 21h. C'est contraignant. Ça peut être contraignant, tout à fait. C'est contraignant. De rester assis de 6h à 21h. Je ne peux pas. Je préfère... je travaille terrain. Oui. Vous préférez aller sur le terrain. Se déplacer. Bonne journaliste que vous êtes. Exactement, c'est ça. Absolument. Il y a aussi un autre avantage au mode hybride, comme je le disais, tout comme le full remote, c'est-à-dire vous n'êtes pas tenu... c'est-à-dire il y a moins de stress et de dépenses liées au déplacement. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de partir au bureau tout le temps. Et parmi les inconvénients aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé le mode hybride, notamment en Algérie, qui ont relevé que parmi les inconvénients majeurs, il y aurait peut-être des problèmes de coordination. C'est-à-dire que si moi je travaille le dimanche et que mon manager travaille le lundi, on ne peut pas se voir.
Donc, on travaille exclusivement par email Voilà, ou en on visioconférence. reste sur le mode remote. Voilà, parce que le mode hybride, c'est un peu de télétravail et un peu de présentiel aussi au bureau. Parmi aussi les contraintes qui ont été relevées, les inconvénients qui ont été relevés, on a relevé même des inégalités et du favoritisme. C'est-à-dire ceux qui viennent au bureau seraient mieux perçus que ceux qui sont en télétravail. Voilà. C'est aussi un problème de culture et de mentalité. De perception, effectivement. De perception, voilà. Et il y a aussi un sous-mode dans ce concept hybride. Il y a ce qu'on appelle, alors c'est apparu aux États-Unis, ça s'appelle le coffee badging. Coffee badging, je traduis, ça veut dire je badge avec mon café. Ça paraît absurde, mais je vais l'expliquer. C'est-à-dire que vous êtes en télétravail et 1 ou 2 fois par semaine, vous devez, c'est une obligation, vous devez vous déplacer, partir à votre lieu de travail, juste pour prendre un café avec votre collègue. Coffee badging. Pour prendre un café, mais aussi s'informer par la même occasion des dossiers en cours et voir à peu près où les choses en sont dans l'avancée de vos projets, etc. Donc ça, c'est une obligation. Quand vous devez faire du coffee badging, vous devez faire du coffee badging. On pourrait s'imaginer que c'est un début pour un vrai retour. Oui, d'ailleurs aux États-Unis, au lendemain de l'investiture du président américain, de Trump, effectivement, il y a eu des recommandations. Exactement, il avait signé un décret qui oblige tous les fonctionnaires de l'État ou les travailleurs fédéraux, c'est comme ça qu'ils sont appelés aux États-Unis, tous les fonctionnaires de l'État à retourner au bureau. Fini le télétravail pour les fonctionnaires américains. Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose d'autre qui est apparu. Même les petites entreprises publiques ont essayé d'embellir le bureau, de recevoir les gens sur les décors, voilà, les décors, de recevoir les gens avec des bonbons, avec des boissons, avec un sourire. Ça s'appelle aussi le peacocking, qui veut dire le peacock, c'est fartaos, c'est le pan. Voilà. Donc, c'est-à-dire que j'embellis le bureau pour que les gens acceptent mieux le retour. Non, mais ce sont des astuces qui vont peut-être donner tout à fait. des résultats. Ça reste une révolution même par rapport à l'époque de l'usine, où on était obligé de pointer à une heure pour rentrer et une autre pour sortir. C'est une révolution, c'est une avancée, franchement. Il y a aussi un avantage au télétravail dans la mesure où il y a certaines personnes qui aiment voyager, qui ont besoin aussi de se déplacer pour des raisons familiales ou autres, qui peuvent prolonger les heures de travail comme ça ou exploiter un voyage pour jouer dans l'utile à l'agréable. Tout à fait. Et ça, c'est une tendance du télétravail aussi. C'est le digital nomade ou le digital nomadisme. C'est ça, c'est être un nomade digital. C'est travailler tout en voyageant ou voyager tout en travaillant. Donc, on ne sait plus, à vrai dire, on ne sait plus. Alors c'est vrai que ça paraît très tentant, on voyage, on travaille, etc. en même temps, mais l'inconvénient aussi, c'est d'essayer de trouver tout le temps une connexion Internet, les décalages horaires si vous êtes loin, la coordination peut être impossible aussi, avec ses clients ou avec ses collègues, si la connexion... Moi j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai une amie qui enseigne en Angleterre, qui est algérienne, qui est établie en Angleterre et qui enseignait là-bas, sur place. Par la suite, avec la révolution du télétravail, elle donne ses cours essentiellement en ligne. Et puis, voilà, ça lui permet de voir ses parents. Donc, elle descend maintenant en Algérie très souvent, 4 fois par an. Et ça lui permet de ne pas avoir de coupure par rapport à son cycle de travail. Voilà. Et c'est avantageux. Ouais, exactement. Et puis, il y a aussi l'Algérie essaie de se... il y a aussi même des freelances qui font du digital nomade, qui font du digital nomadisme. Il y a des freelancers algériens dans le domaine du graphisme ou dans le digital qui voyagent et tout en voyageant. Ils envoient leurs fichiers. Exactement, à l'instar de votre amie, l'enseignante aussi. Tout à fait aussi, tout à fait. En tout cas, c'est très intéressant. Donc, on revient à la question de base. Est-ce que vraiment c'est une révolution ou est-ce que vous pensez que c'est seulement un phénomène de mode qui va disparaître? Alors, pour répondre à cette question, il faut analyser les 3 facteurs nécessaires pour l'évolution d'une mode ou d'un concept. Alors, vous avez les facteurs économiques. Aujourd'hui, il y a l'apparition des startups tech. Nous avons tout un ministère en Algérie dédié à l'économie de la connaissance et aux startups, etc. Donc, oui, ça répond aux facteurs technologiques, ça répond aux facteurs économiques. Le deuxième, c'est le facteur technologique, où nous avons des infrastructures beaucoup plus améliorées en termes de connexion Internet. Et aussi, nous avons le facteur qui est très important, le troisième et le dernier, qui est le facteur psychosocial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mentalité des gens
a évolué, Absolument. a changé. En bien, en mal, je ne peux pas dire, mais la mentalité, elle a changé. C'est-à-dire cette nouvelle génération, elle est très axée sur le digital. Absolument. Donc, le télétravail a aussi un avenir en Algérie, un avenir dans le monde. Mais en revanche, il pourrait y avoir des obstacles. Il y a aussi cette culture du présentéisme. Si je ne te vois pas, ça veut dire que tu ne travailles pas. Voilà. Et aussi, il faut aussi apprendre aussi, certains employeurs aussi ne font pas confiance à leurs collaborateurs. Je ne vous vois pas, je ne sais pas ce que vous faites. Il y a même aussi qui installent. Après, ils sont libres, hein, les employeurs aussi. Il y en a même qui installent sur les PC de l'entreprise des mouchards pour comptabiliser le nombre d'heures que vous avez passé. Pas uniquement avec le PC allumé, mais à travailler. Très bien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Yacine. Pardon, moi je me demandais si par rapport au salaire, est-ce qu'il y avait c'était pareil ou une diminution, vu qu'il n'y avait pas les frais de transport, enfin il y a plein de primes comme ça qui disparaissent. Oui, il n'y a pas d'indemnité de transport, voilà, indemnité de restauration, voilà. Tout à fait. Mais pour le salaire, pour les primes, etc., c'est le même. Et puis il y en a même qui ont des dispositions dans leur contrat de travail. C'est-à-dire que 2 fois par semaine, c'est une clause de télétravail. 2 ou 3 fois par semaine, je fais du télétravail et les autres jours, je fais du présentiel. Donc le salaire, il ne change pas. Le salaire, il ne change pas. Ah, c'est malin. Voilà, ben voilà, elle a pris voilà. Elle a pris la guerre et on va la lui accorder encore plus longtemps, juste après ceci. Si, c'était le jingle Écume et Patrimoine. Donc on est en plein dedans, ça y est, Samira. Et maintenant on va fermer les yeux et on va s'imaginer à la perle du désert. Janet, la magnifique Janet. Peut-être pas avec moi, mais avec les images qui vont commencer à défiler, j'espère. Janet, donc à 2300 km d'Alger, on va dire au sud-est d'Alger, il y a Janet qu'on appelle, qui est appelée bien sûr par tout le monde la perle du Tassili, puisqu'on est dans le Tassili, pas celui du Hogar qui est pas très très loin, mais celui des Nadjer. Voilà, donc je sais pas, tu as été, bien sûr, tu as été. Oui. Elle est magique. Je n'avais plus envie de revenir. Voilà. On a du mal à revenir. On a du mal à revenir quand on va à Janet. Voilà. J'y suis retournée et c'était pareil, le même effet. Et ce qui t'a peut-être le plus frappé, c'est les architectures naturelles. Absolument. C'est un trésor naturel. La formation rocheuse. Peut-être les milliers de gravures, de peintures et de gravures rupestres. C'est un endroit qui est recensé. Je crois qu'il y en a 15 000, mais il doit y en avoir certainement. C'est vraiment un musée à ciel ouvert, vous avez raison, exactement. Et l'histoire de Janet aussi est particulière. C'est une ville, c'est une région, c'est un pays, Janet. C'est magnifique, il y a immense en fait. Énormément de choses à découvrir. En tout cas, il y a beaucoup d'attraits touristiques. Et que ce soit la ville elle-même ou l'extérieur, les étendues désertiques, tout est beau à voir. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va s'intéresser un peu plus à l'architecture. Mais on ne peut pas, puisque Janet et la création, la fondation d'Ersoul dépend aussi de la situation géographique de Janet. Donc Janet est, on va dire, n'est pas sur la route traditionnelle, habituelle, la transsaharienne, celle des caravanes. Ça a été une ville, une région qui a été peuplée par... très très peuplée, on va dire, puisqu'elle existe depuis les temps les plus reculés de la préhistoire. Donc elle a été très animée. Elle a offert un excellent passage, une excellente halte aux bergers, donc une région pastorale. Les sources se sont fondées. Il y en a 3 principalement, c'est les plus connus, c'est on va dire les historiques, se sont implantés par rapport à l'agriculture. C'est une région qui est très fertile, qui possède une nappe phréatique, qui est... on peut les laisser passer, hein, les images. Non, mais c'est vrai que parmi les mets que j'ai consommés à Janet,
Il y en avait qui étaient très savoureux parce que les légumes étaient bio et tout était bon à consommer. Il y a beaucoup d'eau à Janet et on va dire les Rsor, au départ, quand ils se sont implantés, installés, les gens quand ils se sont installés, ils se sont installés sur les cours d'eau et très souvent, au moins pendant une semaine, la pluviométrie est très abondante et ça a causé énormément d'inondations. Aujourd'hui, on ne construit plus de la même manière. On oblige pratiquement les gens à mettre de la pierre en soubassement, en plateforme, on va construire avec les matériaux de la région qui sont bien sûr le bois, la terre et les troncs le bois d'arbres et de palmiers également. Et les palmiers exactement. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est une région où on a retrouvé énormément de stations terriennes et moustériennes. Donc ça remonte déjà à très loin. Et il y a principalement, donc je l'ai dit, 3 Rsor, ceux de Mihan, ou encore en français on peut dire la Balance, c'est l'un des plus anciens. Il y a celui de Azelwaz, il est surtout connu par rapport au fait que tous ses habitants ont une célébration, pas que, d'ailleurs même les autres villages, Rsor Palais, s'associe à cette organisation. C'est l'organisation du rituel de la Sbeiba, exactement, qui est une fête qui remonte à l'Antiquité. Et tous les habitants de Azelwaz et même ceux de Adjahil. Les Mihan et Azelwaz s'affrontent. Oui, alors ce sont des villages, des Rsor qui sont bâtis par rapport à Oued Adjiriou. Voilà, ils sont d'une rive à l'autre. Il y a une distance bien sûr qui les sépare, mais ils sont de l'un et de l'autre côté ou de l'autre part du cours d'eau de Oued Adjiriou. Et l'architecture, bien sûr, elle est très étonnante parce qu'en temps normal, quand on est dans des régions aussi arides et qu'on n'a pas vu aussi à Tam ou ailleurs, c'est qu'ils ont des ouvertures. Peut-être que l'ouverture vers l'extérieur est plus importante. C'est-à-dire qu'il y a des terrasses, et c'est très rare dans le désert puisque le climat est très est aride, et ils ont des espaces, alors des terrasses sur les maisons et des terrasses à l'intérieur des maisons. Et la superficie est plus grande. Sinon, toutes les maisons sont communicantes. C'est-à-dire, c'est comme une petite ruche. C'est comme une casse-noix, mais en même temps, c'est construit comme une ruche. Voilà. Et alors, c'est des Rsor qui... Là, on a la sublime image de la Sbeiba, donc ces danseurs magnifiques habillés à l'occasion. Exact. Donc ces Rsor ne sont pas, on va dire, protégés à 100%. Ce n'est pas un secteur sauvegardé, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette question de propriété. Ce n'est pas la propriété de l'État, c'est la propriété des familles, des habitants. Donc l'État ne peut pas forcément intervenir sur la réhabilitation ou la restauration. Et ça cause énormément. La situation s'est posée aussi à la Casbah. Donc, il est très difficile d'intervenir à partir du moment où c'est un bien personnel. Donc, ça nécessite bien sûr, le climat est très dur, ça nécessite énormément de réhabilitation, de restauration et surtout une architecture de terre, puisque c'est très difficile d'imposer une nouvelle architecture et ce serait dommage d'ailleurs de dénaturer. De dénaturer ou d'apporter d'autres matériaux, si ce n'est qui respectent dans la plus grande mesure le climat et le cachet authentique de la ville. Mais ça a quand même conservé une certaine authenticité, bien que c'est vrai qu'il y ait eu quelques introductions de béton et de certains matériaux dans l'un des sols. Je ne me rappelle plus si c'était à Azelwaz ou... Certainement, mais les gens n'ont pas construit l'intérieur des Rsor. Il y a une extension. Ce qui est magnifique dans le désert, c'est qu'on va en largeur, on ne va pas en hauteur. Il y a tellement d'espace. Donc oui, il y a des nouvelles villes anciennes, comme El Mizen, les gens ont construit plus bas. Sinon, juste pour rappeler que la fondation de Janet a commencé peut-être probablement par El Mizen, qui est l'un des plus anciens Rsor. Et puis d'ailleurs, la colonisation française, lorsqu'elle est arrivée, je pense, au début du 20e, 1905 peut-être, ils se sont implantés là-bas. Voilà. Donc après, ça a pris de l'extension. Moi, ce qui m'a étonnée, c'est que les Turcs se sont battus pour pouvoir conserver. Il y a eu des batailles à partir de 1905 avec les Français, donc colonisateurs français,
pour garder cette région. Elle est importante. On est vers la Libye et on est vers le Niger. Oui, on est à 70 km de la Libye uniquement. Énormément, il faut le dire. Et on voit en tout cas les frontières à perte de vue, comme ça quand on est à Djanet, on sait que voilà, après cette ergue, oui, il y a la Libye. Et il y a le Niger aussi, d'où l'échange important de commerce et tout, mais qui ne ressemble pas non plus à ce qu'il y a eu, on va dire, sur la route de Djanet, exactement, qui était reliée à celle... mais même Djanet, je pense, était reliée aussi au Soudan. Donc là, les échanges avec le Soudan. Voilà, c'est une wilaya qui est extrêmement visitée. Elle n'a presque pas besoin de publicité. C'est une jeune wilaya, voilà. En tout cas. Une jeune wilaya, voilà. Ça fait pas longtemps qu'elle a été... Qui n'a pas besoin de publicité, il y a du monde toute l'année, il y a des touristes qui viennent de partout. D'ailleurs, il y a eu des facilitations de l'État, puisque je crois qu'il n'y a même pas de visa. On arrive, on fait ses papiers sur place. Oui, il y a eu reprise des vols charters et ça a remis la machine en marche. Il y a de quoi, on a vu. C'est vrai que ça permet aussi aux Touaregs de vivre et de survivre, parce qu'ils vivaient de tourisme pendant des années. Il y a eu une petite coupure. Et Dieu merci, ça reprend. Et pourtant, on plantait de l'orge et du blé, et ils avaient les dates, et enfin, voilà, ils étaient mais ce sont des familles qui survivaient, surtout de cette période touristique. Donc, entre septembre et mars, c'était le pic c'était la meilleure période pour mettre de côté de quoi, justement, entretenir cette agriculture par la suite et tout ça. Moi, si je devais choisir un endroit où passer le ramadan, j'irais le passer soit à Taman Rasset, soit à Djanet. C'est surtout en ce moment, puisque les températures sont agréables, mais même en été, puisqu'on rappelle qu'en été, il pleut. C'est des zones tropicales, on va dire. Plutôt, il y a la mousson. Voilà. Très bien, parce qu'il y a des pluies diluviennes qui entraînent des crues importantes. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir emmenés jusqu'à Djanet. Merci aussi à Yassine Allah, ici présent. Donc, on vous retrouve quand, Yassine? Samedi. Samedi, Inch'Allah. Voilà. Samedi, et puis avec moi, lundi prochain, Inch'Allah. Samira, donc c'est pour dimanche, lundi ou vendredi? D'abord, vendredi avec Nour Bozgaou, et dimanche avec toi. Inch'Allah. Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien, les amis. Et voilà, pour les familles qui se préparent justement pour cette période de vacances qui arrive dans une semaine, sachez que les enfants pourront profiter peut-être du cirque Ammar qui est de retour. Oui. Comme d'accoutumé, chaque mois de Ramadan, il s'installe. Et Feriel Chir nous y emmène tout de suite. Le cirque, un spectacle vivant qui émerveille les spectateurs depuis des siècles, est de retour à Alger pour animer les soirées ramadanesques en famille. Ce grand rendez-vous artistique a réuni des talents algériens ainsi que des artistes venus de différents pays, offrant au public un moment de magie et de divertissement. On a toujours beaucoup de plaisir à venir en Algérie et aussi à la capitale. Je crois que c'est devenu le cirque des Algériens. Cirque Ammar, c'est vraiment un cirque, c'est le cirque des Algériens. On le sent, car ça, en 20 ans, c'est quasiment 2 générations. Le cirque, c'est à peu près 50 personnes. C'est véritablement un village qui s'installe dans la ville où il monte. Donc là, on est au village africain. Et il y a le village du cirque qui est monté au village africain, avec toujours beaucoup de nationalités, parce que le cirque, c'est à la fois interculturel, intergénérationnel. Donc il y a des Colombiens, il y a des Éthiopiens, il y a des Indiens, il y a des Algériens, et il y a des Vénézuéliens, et on a des Italiens aussi. Et on a vraiment, dans ce spectacle, comme chaque année, on essaye de faire quelque chose qui plaît à toute la famille. Au-delà du spectacle, cet événement a favorisé un véritable échange entre le public et les artistes. Petits et grands, on peut découvrir de près l'univers du cirque. Trois fonctions. La première, c'est la présentation. La deuxième, c'est le chant, comme un chanteur. Et la troisième, c'est le chef d'accompagnement musical, chef d'orchestre. C'est une nest farhani, surtout les enfants. Je vais dire qu'il un enfant, un sourire, c'est J'ai fait un peu d'acrobat, je travaille aussi avec les animaux sauvages. Et je suis très contente d'être ici. Ça fait 7 ans que je connais l'Algérie. Je connais très bien l'Algérie.
J'aime beaucoup le public, merci. Le travail avec les artistes algériens, c'est très bon. Il y a une bonne ambiance sur la piste. Chaque nuit, j'apprends quelque chose des artistes et les autres aussi, ils apprennent quelque chose de moi. Mais c'est très bon. C'est très bon. Chaque fois, il y a un truc pour rigoler, pour passer très bien. Entre acrobatie spectaculaire, numéros d'animaux et clownerie, petits et grands ont pu vivre une expérience inoubliable dans une ambiance festive et chaleureuse. Le truc que j'ai le plus aimé dans le cirque, c'est les poneys. C'était très bien. Mon moment préféré, c'était quand il y avait les motos comme ça, ils faisaient blam, blam, blam. Voilà, c'était bien. Et aussi, je m'appelle Zaki, voilà. Moi j'ai aimé, c'était très bien. Mon moment préféré, c'est quand il y avait le tigre. Il était beau et voilà, moi je m'appelle Riyad. J'ai aimé la fumée. Oui. Et les danses. Oui. Et les costumes. Avec qui tu es venue? Avec Ellie, maman et ma petite soeur et moi. Ouais, je suis venue en famille au cirque à Hamar. J'ai très bien aimé. Il y a une très bonne ambiance. Les spectacles sont vraiment magnifiques. La prochaine fois, je vais revenir. C'est vraiment un moment incroyable. Donc tu peux dire que c'est magique, c'est ça le mot. Voilà. Ah, c'est vraiment magique. En fait, à la maison, déjà, il ne voulait pas vraiment venir. Il me disait, ouais, c'est pas pour moi, c'est pas pour mon âge, c'est pour les tout petits. Mais une fois là-bas, il avait la bouche comme ça, grande ouverte, et il a adoré. Et on a tous adoré. À tous les âges, on a tous... Le rideau est tombé. Les rires et les applaudissements se sont effacés dans la nuit. Sous ce chapiteau désormais silencieux, les artistes se reposent. Mais demain, la magie renaîtra. Chaque soir, un nouveau spectacle, un nouveau rêve à partager. Le cirque est une promesse qui ne s'éteint jamais. Voilà. Donc, merci à Feriel pour nous avoir permis de voir la magie du cirque ce matin. Et tout de suite, on retrouve nos invités, des étudiants en l'occurrence. Il s'agit d'Abdelrahman Ben Kortoubi. Bienvenue, Abdelrahman. Bonjour, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Tout plaisir est pour nous. Nassim Lasseb, bonjour également. Bonjour. Ça va? Alors, pour ce qui est d'Abdelrahman, il est à l'école supérieure, il est en 4e année à l'école supérieure de gestion et économie numérique. Effectivement, je suis étudiant à l'école supérieure de gestion et d'économie numérique en 4e année, option finance digitale et management des banques. Excellent. Donc, quant à Nassim, il est en 3e année à l'EHEC. Donc, c'est l'Institut des hautes études commercial. En commerce commercial, voilà. Ex-INC, comme vous le dites. Alors, ce qui vous relie, enfin, c'est vrai que vous venez d'horizons quelque part différents, hein, dans deux instituts différents, mais ce qui vous relie, c'est un club estudiantin, Alumni HEC. J'y arrive. Alumni HEC, on les a déjà reçus plusieurs fois sur ce plateau. En tout cas, des éléments très dynamiques qui permettent un petit peu d'insérer les étudiants dans le monde professionnel. Dans un monde professionnel, voilà, même si voilà, c'est préparatoire, mais c'est quand même un pas vers le monde professionnel. En tout cas, parlez-nous un petit peu de ce que vous préparez actuellement pendant le mois de Ramadan. Alors, j'aimerais déjà commencer. Vous faites partie de ces rares étudiants qui ne dorment pas, qui continuent de bosser. On bosse quoi. Oui, excellent. Alors, je vais déjà commencer par faire connaître le club. Avec plaisir. Le club Alumni HEC, c'est un club scientifique à but non lucratif qui a pour but d'aider les étudiants à vraiment briser avec la glace qui est entre le monde, la société, oui. Ou le monde professionnel, le monde du travail. Et pas que, hein, puisque bon, Ramadan sera aussi propice pour la création d'événements
qui sont vraiment d'ordre social, solidaire, exactement, voilà, altruiste. Pour ça, justement, c'est pour ça qu'on a pensé à organiser un événement qui s'appelle Al-Iftar. C'est un iftar comme tous les iftars, bien sûr, mais on a voulu ajouter... Il regroupera qui, justement? Justement, on a voulu ajouter cette touche professionnelle dans laquelle on a invité des professionnels de différents domaines avec des étudiants. On va les rassembler sur la même table pour discuter, faire du networking, etc. Donc, et pourquoi pas, ça va être bénéfique pour les étudiants et pour les professionnels aussi, pour dénicher des pépites, on va dire. Et pour les étudiants aussi, pour trouver des stages, des emplois, pourquoi pas. C'est très bien de joindre l'utile à l'agréable, parce que vous avez l'habitude, en tout cas, de créer des espaces d'échange comme ça, comment dire, des ateliers, des événements aussi qui permettent aussi d'être comme ça, d'avoir un regard sur le monde du travail. Mais là, ça va être plus agréable, j'ai l'impression. Ça va être plus agréable et il y aura des invités, il y aura des e-commerçants, il y aura des directeurs généraux, il y aura des créateurs de contenu et j'en passe. Vous pouvez checker, oui, j'aime. Oui, on peut checker, il n'y a pas de problème. Vous pouvez checker la page alumni.hec.alger. C'est ça, oui, justement, sur nos réseaux sociaux. Sur alumni.hec.alger. Pour savoir qui sont les invités. Ils seront les guests donc, de cet iftar et qui seront. Ouais. Il y aura aussi un formulaire d'inscription qu'il faudra remplir pour pouvoir y participer. Parce que, comme vous le savez, les places sont limitées, donc on ne peut pas recevoir tout le monde malheureusement. Mais justement, il y a un formulaire d'inscription sur nos réseaux sociaux que les étudiants peuvent remplir pour y participer. J'imagine que parmi les invités que vous avez sollicités, certains ont mis la main à la poche pour être quelque part vos soutiens et vos mécènes pour cet événement, non? Justement... j'imagine, vous vous basez sur le sponsoring. Exactement. D'ailleurs, on veut les remercier parce que sans eux, cet événement n'aurait pas vu le jour. Et voilà, ils ont cru en nous et justement. À présent qu'on a donné l'adresse où on peut avoir du détail par rapport à cet événement, on va aussi donner la date. Oui, c'est très imminent. L'événement se tiendra ce jeudi, le 13 mars, à l'hôtel, dans un hôtel AZ Hôtel. D'accord. Cet événement regroupera des étudiants et quelques personnes très influentes dans la même table pour échanger, pour le networking. Comme on le sait, le networking, c'est quelque chose de très important. C'est très important pour vous en tant qu'étudiant, effectivement. C'est très important aussi pour les chefs d'entreprise qui sont à l'affût justement d'une relève peut-être ou qui ont besoin de renforcer leurs équipes. Inch'Allah, j'espère que vous en ferez partie. Inch'Allah. Qui sait, pourquoi pas en tout cas. Il vous reste combien d'années? Après la 4e, il reste quoi? 5e année, justement. La dernière. Justement, encore 2 ans à tirer. Hein. Et malish. Mais en fait, ça ne vous empêche pas aussi d'avoir un pied dans le monde du travail. On profite du process. Des petites expériences, des petits stages ici et là, ça peut aussi renforcer ses connaissances. En tout cas, que vous dire les amis? Donc, bon vent pour tout ceci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Et voilà, merci d'avoir cru en nous. Nous, on a toujours cru en ce club, il est magnifique. Et en tout cas, c'est une première initiative. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'était pour la première fois que vous organisez ce type d'iftar. Justement, c'est la première édition. Les clubs scientifiques ont l'habitude d'organiser ce genre d'iftar, mais juste entre étudiants dans leurs écoles ou leurs universités. Mais on a voulu justement ajouter cette touche professionnelle, la touche de notre club. Donc, justement, on a voulu inviter des professionnels de différents domaines pour que les étudiants puissent échanger avec eux et profiter. Justement. Inch'Allah, j'espère que ce sera une réussite, Abdelrahman Ben Qurtubi. Et bien sûr, autant pour Nassim aussi, qui participe, voilà, qui fait partie de cette locomotive qui va permettre la réussite de cet événement. Nassim Lasseb, merci. Vous êtes étudiant
en 3e année à HEC. Et Ben Khotbi ici présent et lui à l'École supérieure de gestion et d'économie numérique. Merci infiniment pour votre présence. Merci à vous. J'étais ravie de vous recevoir ce matin. Bon vent et bonne chance pour cet événement. Merci. Merci beaucoup. Quant à vous, mesdames, messieurs, restez avec nous. On parlera encore de solidarité, on parlera d'entraide et en ce mois de Ramadan, c'est vraiment de mise. Et c'est ce que nous raconte aussi le sujet et le reportage de Samia Bouarour. Le peuple algérien fait encore ses preuves en termes de générosité et solidarité, notamment pendant ce mois sacré. Nous nous sommes rendus à la cité Malki à Alger. Tahar et ses amis du quartier se portent volontaires chaque ramadan pour assurer plus de 200 repas jour pour les familles démunies, et ce depuis 15 ans. Bon, ça fait دوكا بيبري واحد 15 ans, 15 سنة بديناها الفوق بارك فيك. Ça fait 15 ans. Bon, لي زاني الاولانيين العوام الاولاني كانت شويه الحاله كانت دي كونديزاسيون ناس ما يعرفوكش ناس كذا بديت من الحومه وبدايه منا والحمد لله اللي كيسمعوا بينا وبداو يتبرعوا هذا كبش هذا شويه دراهم هذا شويه هذا اللي ما عندوش يجيب لك بطاطا وماطيش هذا شويه فريك فردومه المهم شكون بدات هكذا لا الحمد لله دوك صافي انا 15 سنه والله غير الحمد لله ما شاء الله. Chacun s'attache, ces citoyens de la cité passent toute la journée pour assurer leur mission noble. Des jeunes, des retraités et même des enfants, une façon de leur inculquer cette bonne valeur, le cas du petit Abdelkader. Des jeunes, des retraités, تاع الحومه justement تاع لا سيتي يجوا الصباح كاع دي روتريتي بدا دي كادر كاين والله غير منهم كان دي كادر يجوا لهنا صباح يضربوا واحد زروتيه واحد يشد بطاطا واحد كذا وانا قصارين كاع اونصوم ندوزوها بيان هذا بصل هذا كذا ولا غير دوز لا جورني غير اكسترا كاع دوز بيان ما شاء الله. مرة جينا مع بابا اني وجدت مرة نديرو 3 حبات ونحطوهم هنا رمضان لازم نتعاونوا بيناتنا. L'importance spirituelle des aumônes ou des dons pendant le ramadan est primordiale. Cet acte d'adoration sera grandement récompensé par Allah, comme nous l'a si bien révélé le Coran dans plusieurs sourates. Merci Samia Bouarour pour ce reportage qui nous met aussi en chemin pour la suite, puisqu'on continuera de parler de ces élans solidaires, de ces dons en faveur justement des citoyens. Mais c'est à travers cette fois-ci une autre rubrique Safety Road qui prend une autre allure aujourd'hui. Bonjour, bonjour Hasna. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alors 10 jours, ça va? Vous tenez le coup? Oui, ça va. Ça va, la preuve, je souris. Il ne fait pas trop chaud. Donc oui, le carême est la chaleur de ce week-end qui nous a fait un peu... oui, on a senti. Mais... Exactement, mais après, à partir d'hier, ça va. C'est vraiment un petit chouïa. Un petit chouïa. Voilà, non, quand même, c'était pratiquement, on a atteint les 27 degrés, donc c'était beaucoup. Ah, voilà, chouïa, pour un mois de mars. Un peu de difficulté, oui. Puis après, ça s'est dissipé. Donc, dans Safety Road aujourd'hui, on continue de parler d'élan solidaire, on continue de parler de sensibilisation, j'imagine, comme d'accoutumé, mais ça prend une allure spécifique. Spécifique, dans le cadre de la sensibilisation, comme on a l'habitude de faire. Il y a Infotrafic Algérie aujourd'hui qui font depuis quelques années des opérations au profit des automobilistes afin de réduire un peu l'hécatombe routière, notamment à l'heure de l'iftar. Il y a 2 ans... Pour ceux qui ne connaissent pas Infotrafic, c'est un collectif. C'est un collectif. Je pense qu'il est connu par tous. Oui. Tout le monde les suit sur les réseaux sociaux. Mais pas sur vraiment le satellite. On les a reçus il n'y a pas longtemps. Oui. Vous étiez en congé à la DIA. Oui, absolument. Voilà. En tout cas, Slam Nalihom, parce qu'ils sont magnifiques. Exactement. Je les respecte beaucoup. Voilà, donc ils essayent, en partenariat avec quelques entreprises, ils ont lancé une opération de Iftar Saim des automobilistes pour réduire un peu les accidents de la circulation. Ils sont aussi sur le terrain, 2 heures, voire même à quelques minutes avant la rupture du jeûne, pour porter aide et assistance aux usagers de la route, aux conducteurs, en cas de panne,
en cas d'anxiété. Oui, ça peut arriver, une crevaison, sur le terrain. Oui. Voilà, donc Infotrafic, ils font un travail remarquable à saluer. Aujourd'hui, bon, on les a... C'est un réseau qui aussi bénéficie d'un mode de communication propre et donc l'info circule très vite. C'est ça. À travers les réseaux sociaux aujourd'hui, l'info circule rapidement. Et ça atteint plus de monde que malheureusement. Bon, après, nous, les médias, ça devient très classique, mais les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça atteint énormément un grand public. Et ça a aussi permis à beaucoup de personnes altruistes de se rendre utile, d'être présents à travers ce collectif, de se rendre utile sur le terrain. Quelques dates, un morceau de pain, une bouteille d'eau, ça permet largement de rompre le jeûne et arriver en bonne santé. Faire une petite pause. Voilà, arriver en bonne santé à sa famille ou à sa destination sans justement provoquer un accident de la circulation et malheureusement des morts et blessés. Il faut savoir que depuis le début du mois de Ramadan, donc à 8 jours du mois de Ramadan, on est à 59 morts. Quand même, c'est énorme. Plus de 1300 blessés, ce qui n'est pas rien aujourd'hui. Oui, absolument. Voilà. Absolument. En tout cas, vous l'aviez utilisé ce terme la semaine dernière. Vous parliez d'hécatombe. On voit les images qui parlent d'elles-mêmes. De revoir. Alors là, c'est des images qu'on a pu télécharger de la page de du collectif. Voilà. C'est des accidents qui ont été enregistrés les dernières 48 heures. Donc, c'est des accidents qui sont graves. C'est impressionnant. Des carambolages. On avait vécu 2 grands carambolages depuis le début du mois de Ramadan. Donc, le dernier en date remonte à 2 jours au niveau de la route de Bir Morad Raïs. Au niveau des sources, c'était un carambolage après la rupture du jeûne, donc après l'iftar, dans la soirée. C'était juste après l'iftar et ça a touché une dizaine de voitures, beaucoup de blessés et beaucoup de dégâts matériels éventuellement. Ouais, c'est terrible, rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est ça. Après, on avait parlé la semaine dernière, si vous vous rappelez, Radia, donc on avait parlé même du plan qui est mis en place par les forces de l'ordre après l'iftar. Absolument. Et beaucoup d'embouteillages, donc on essaye de fluidifier la circulation routière. On comprend que les gens font de la vitesse avant l'iftar pour arriver à destination et rompre leur jeûne en famille. En famille, effectivement. Et après l'iftar, ils n'ont aucune raison en fait. Oui. Pourquoi faire de la vitesse? On sort pour justement s'aérer ou un moment en famille ou entre amis. Et malheureusement, les 2 carambolages qui ont été enregistrés dans la capitale ce week-end, c'était après l'iftar. Ça a touché, comme je viens de le dire, une dizaine de voitures. C'était beaucoup. En tout cas, c'était un blocage de la circulation pendant plusieurs heures. Voilà, donc c'était... En tout cas, même si on ne les cite pas, on va remercier toutes ces âmes généreuses, tous ces mécènes qui ont permis la réussite de cette opération menée par les bénévoles justement d'Infotrafic. Il n'y a pas que. Oui, parce qu'il y a aussi toutes ces entreprises qui aident et qui contribuent. Il y a aussi le Croissant Rouge algérien. Qui, comme à chaque mois de Ramadan, offre des repas au profit des automobilistes. Le grand chapiteau se trouve au niveau de Djebahia, qui est un point noir. C'est un grand point noir au niveau de l'autoroute Est-Ouest. Donc un grand chapiteau qui offre plus de 3000 repas par le Croissant Rouge, ce qui est énorme. Excellent, excellent. Excellent. Merci, je pense qu'on est arrivé voilà, au bout du parcours. Merci infiniment, Hasna. C'est moi. Voilà, un dernier mot pour... on ne cesse de sensibiliser Radia. Aujourd'hui, il faut faire très attention. Il nous reste quand même 20 jours avant l'Aïd. Donc, vigilance. Il y a les vacances scolaires qui débutent la semaine prochaine. J'imagine que beaucoup de familles vont prendre la route. Donc, il faut faire très attention. Et puis, l'esprit de Ramadan, c'est pas du tout ça. L'esprit de Ramadan, c'est beaucoup plus de patience, beaucoup plus. On met à l'épreuve son âme. De tolérance. On essaye d'être plus tolérant, plus patient, plus calme, pourquoi pas. Ne vous disputez pas en route. Voilà, mais en tout cas, merci infiniment. C'est toujours un plaisir, Hasna. Merci. Passez une excellente journée et je ne le vous dirai pas.
D'accord, ça va tout à l'heure. D'accord. On est trop en avance comme ça. Merci encore d'être avec nous, mesdames, messieurs. Sans plus tarder, je vous invite aussi à suivre ce reportage de Sarah Derbel. Sarah Derbel qui nous parle du sport pendant Ramadan. Chaque année, le mois sacré du Ramadan apporte son lot de défis pour les athlètes musulmans. Leur horloge biologique est perturbée, leur alimentation modifiée et leur horaire d'entraînement ou de compétition réajusté. Une situation qui, bien que particulière, est généralement bien acceptée par la plupart d'entre eux. Les athlètes de haut niveau, généralement, ils s'entraînent 2 fois par jour, avant le ftor et après le ftor. Il y a un programme minutieux. Généralement, pendant le ramadan, les athlètes je parle des athlètes de haut niveau musulmans font du maintien. Pour les techniciens, ils mettent en place un programme spécifique afin d'aider leurs athlètes à maintenir leur niveau de performance tout au long du mois. Pendant cette période-là, c'est un mois qui est vraiment un peu difficile pour l'adaptation pour les jeunes. Ça veut dire qu'ils doivent s'entraîner pendant la période, au moment de la compétition, pour qu'ils puissent surmonter les efforts et leur fatigue par rapport à cette compétition, et ça se prépare dans les séances d'entraînement. سطرنا برنامج انه نحطوا اللاعبين في لي بون كونديسيون pour l'entraînement ولا الروبوز. ان شاء الله معولين ان شاء الله حنايا السيونس الاولى تكون مثلا ميسكيلاسيون، الدوزيام سيونس تكون نديرو ساعات دو ساعات نديروهم. البروغرام دونترينمون يكون فيه ان شونجمون سورتو سور لو بلان فيزيك سور لو بلان تكنيك. هذوك سي لي سيونس دونترينمون نقصوا بون توجور في الاول نقصوا في لاشارج في لو بلان فيزيك. نهار اللي تكون هذيك لادابتاسيون فيزيولوجيك تاعهم نعاودوا نولوا للريتم تاعنا ان سيونس بار جور. ويا الارهاق كما نقولوا، بصح كما تفاهمنا مع المدرب ديالنا مدلنا 3 جور روبو باش نجيريو هذوك 3 جور باش يعني نولفوا رمضان، ومن بعد ان شاء الله التروازيام جور نبداو بالعقل نبداو ميسكيلاسيون قبل المغرب وفي الليل يبداو لي زونطريمون بالعقل. Sur le plan scientifique, le jeûne présente de nombreux bienfaits pour l'organisme. Cependant, pour un athlète de haut niveau, certaines règles doivent être suivies. لازم ليجين دو في تكون كوريكت بارابول المونك دو سومي اللي راح يكون سيرتو ان جوار ولا ان اتليت دو نيفو لازم يسو باز على ليجين دو في ولو سومي تاعو لازم يكون عنده ان ماكسيموم دو سومي لا ريشيرش تاع لي 8 اور او موا لازم يكون فيها لو ريجيم اليمونتير لا ديجيسيون تاعو لازم يكون ان ريجيم ايكيليبري لا ريكيبيراسيون توجور لازم تكون ابري لا ريبتو دو جون تاعو لازم توجور يسو باز سو لي ليكيد سيرتو لو après les entraînements, après l'effort تاعو par rapport à l'intensité des entraînements ou l'intensité تاع l'effort تكون étudiée avec les entraîneurs ou les préparateurs physiques. Si certains s'adaptent rapidement et gèrent parfaitement cette période, d'autres rencontrent plus de difficultés. Néanmoins, après quelques jours, leur corps trouve un nouvel équilibre. Pour les entraînements, حنونطرينيو في الليل ل10 بالك مور تراويح باش تونطريني ولي ماتش كيف يتلعبوا على 10 تسمى لور دونطرينمون هي لور دو ماتش تسمى سا طون بيان هذه عفسه بوزيتيف وهذا ما كان حب يقول تضبط عادي باسكو كونترير بالك تخرج من ذاك في رمضان تلقى راحتك خير من الافطار. مو بيرسونيلمون انا نحب رمضان باسكو يساعدني في هذاك لو ريتم تاع رمضان يساعدني بزاف يعني شاك فوا نحس روحي بيان في رمضان باسكو نكون ما ناكلش بزاف نكون سما نجيري روحي نحس روحي بيان سورتو في لي زونطرينمون تاع افون الفطور نطرينيو حنا مور الفطور الحمد لله ما عندناش بروبليم مع رمضان سما بيان. Un mois à gérer, quelques jours pour s'adapter, le ramadan apporte des bienfaits, mais impose aussi certaines contraintes aux athlètes de haut niveau. Si la majorité adhère au jeûne, certains restent sceptiques quant à son impact sur la performance. La question se pose alors, faut-il un encadrement spécifique pour les sportifs pendant le ramadan ?
Et notre invité suivant est un peu sportif, en tout cas, il ne manque pas d'initiative pour ce qui relève de l'aventure. Il s'agit de Mohamed Hiaoui, journaliste, également réalisateur et épris de patrimoine, épris justement de culture africaine également. Donc on est ravis de t'avoir parmi nous, Mohamed. Merci beaucoup. C'est notre ancien collègue, il faut le dire. Voilà, merci de me recevoir. Je me sens bien, je suis chez moi. Voilà, à la maison. C'est là où mon nombril est tombé. D'accord. En tout cas, c'était aussi, à partir de là, tu t'es lancé dans une grande aventure. Tu es un véritable explorateur de l'Afrique. On est africain, mais on ne connaît pas vraiment bien explorateur, mais pas dans les extrêmes. Hein. Je ne suis pas le genre qui ont conquis le pôle Nord, ni on n'est pas dans le Sahara en 40 jours à pied. Non, non. Mais je découvre et je sens que l'Afrique, ça fait partie de moi et vice-versa. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est en train de reprendre un petit peu tout le lait qu'on a fait pendant l'histoire, que ce soit pendant la guerre de Révolution, après l'indépendance. On reprend. Et ça fait vraiment plaisir. On le sent. On le sent sur place. En fait, les relations algéro-africaines, enfin voilà, Afrique, entre les différents pays d'Afrique se sont réactivés depuis quelque temps de fort belle manière. Et bien sûr, ça implique des échanges très très fructueux entre les pays africains, des projets très très ambitieux en faveur de l'Afrique, très concrets. De l'Algérie. Très concret, qui vraiment, depuis les 3-4 dernières années, on a des projets concrets, il y a des financements de l'Algérie pour l'Afrique, et on le voit, hein, il y a plein d'exemples comme ça. Dernièrement, j'étais en Ouganda, et là, il y a un projet où l'Algérie a fait don d'un hôpital. Il est en train d'être rénové avec formation. Vous savez très bien qu'en Algérie, on est très fort dans le domaine médical et surtout dans le domaine de la formation. On reçoit beaucoup d'étudiants africains, justement, qui viennent ici pour leurs études en médecine. Alors, il y a beaucoup d'étudiants africains en Algérie. Ça, on ne le sait pas beaucoup, on ne le sait pas souvent. On n'en parle pas beaucoup. On en parle beaucoup. Il y a à peu près 14 000 étudiants depuis, je ne sais pas, les 10-15 dernières années, avec une bourse du gouvernement algérien. Pour l'Ouganda, qui est un pays anglophone, qui vient ici envoyer des étudiants, ils sont à peu près 300, ils sont pris en charge. C'est des universitaires, ils sont dans tous les domaines, les secteurs qui les concernent, qui concernent le développement. Les sciences pures, le civil engineering, architecture, médecine, tout ce qui va pour le développement de leur pays. Et ça fait vraiment plaisir. Donc l'Ouganda, c'est une opportunité offerte par un organisme touristique qui vraiment vous ouvre les portes de l'Ouganda et vous permet de découvrir toute une culture et une richesse culturelle, j'ai envie de dire. Absolument. Il y a... Là, j'ai été, envoyé par l'ambassade d'Ouganda pour faire la promotion touristique, pour essayer de faire connaître le pays à nos concitoyens, parce que là, il y a de très bonnes relations entre les deux pays, spécialement. Les deux présidents s'entendent très bien. Dernièrement, j'étais à Kampala lorsque notre ministre de l'Agriculture est venu, il a été reçu par le président ougandais et il y a eu des discussions très pratiques dans le domaine des échanges économiques. Nous avons une grande place dans tous les domaines, surtout dans le secteur de l'énergie. Une équipe va être envoyée en Ouganda pour faire la promotion, pour le développement de leur industrie du pétrole. Il y a des pays d'Afrique de l'Est qui n'ont presque plus de secret pour vous. D'ailleurs, il y en a un qui est devenu un pays de cœur. Hein. Oui, je suis tombé amoureux de la Tanzanie, c'est là où je suis installé. Pas loin du mont Kilimandjaro, donc ça ne veut pas dire que je fais des balades souvent au sommet, c'est très haut, 6000 mètres d'altitude.
C'est un sommet qui est sympathique, domestique, on marche. Très prisé par les touristes du monde entier. On ne grimpe pas. Toute personne de tout âge peut y aller jusqu'au sommet. Il faut juste prendre des précautions. Et c'est là où je suis installé, en Tanzanie. C'est bien, c'est superbe, c'est superbe. En tout cas, on reviendra sur la Tanzanie, mais on revient d'abord sur ce dernier voyage de Mohamed Yahyaoui, l'Ouganda en l'occurrence. Il y a toute cette faune sauvage qu'on peut découvrir. Oui, alors l'Ouganda, au début, j'avais quelques appréhensions. Je me suis dit, c'est un pays enclavé, landlocked, pas d'ouverture sur la mer, donc c'est pas très intéressant. Mais là, j'ai eu exactement l'effet contraire. C'est un pays, parce qu'il est fermé, donc il y a des traditions, des coutumes, il y a plein de patriotisme, et les gens sont très fiers de leur coutume. Oui, de l'héritage des anciens royaumes. Alors, c'est les anciens royaumes. À propos de royaumes, tu fais bien de me le faire rappeler, il y a toujours des royaumes présents, sauf que les rois ne gouvernent pas, ils règnent seulement, et leur tâche est de préserver leurs coutumes, leurs traditions, de protéger les tribus des influences, enfin, protéger des influences extérieures. Bien sûr, il y a la modernité, mais ils font l'équilibre. Voilà, la passation entre les temps anciens, les ancêtres, parce qu'il y a un respect pour l'ancêtre en Afrique. Absolument. Et donc, voilà, ce sont des traits d'union quelque part. Hein. Oui, on m'appelle d'ailleurs, à propos des ancêtres, là-bas, on m'appelle Babou. Grand-père, des fois ça me déçoit parce que ça veut dire qu'on me prend pour quelqu'un de très vieux. Ça c'est un animal, c'est... Ça c'est un animal emblématique, ils appellent ça le showbill. Showbill, c'est la forme des anciens cordonniers qui utilisaient cet outil pour mettre la chaussure dessus, le qalb avec, parce qu'on fait allusion la tête de l'animal. À son bec. Oui. Énormément lourd. Ce qu'on vient de voir ici, j'ai fait un zèbre, non zèbre, la nuit. On fait des safaris la nuit. Oh, ça doit être magique. Des sensations exceptionnelles là. C'est le projecteur du guide qui a pu le trouver. Mais sinon, c'est des bruits, c'est des... Mais vous ne les dérangez pas comme ça quand vous sillonnez la savane? Pas du tout. Au contraire, ils sont là, ils sont en train de paître, on entend beaucoup de bruit, on ne les dérange pas. Il faut aller doucement, j'imagine. Oui. Pour respecter un petit peu. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, cette nature vous a séduit, vous me disiez, Mohamed. Ah oui, alors, c'est... Il y a eu une rencontre insolite avec des chimpanzés. Oui, les chimpanzés. Alors là, ou des gorilles, je sais plus. Les gorilles, les chimpanzés, c'est ça leur spécialité en Ouganda, c'est qu'ils ont des montagnes où il y a ces primates qui sont sauvages, qui circulent dans leur forêt. Et puis, on a réussi à les habituer à la présence de l'homme. Il y a un processus qu'ils appellent le habituation, où ils ramènent un groupe de gorilles et ils les familiarisent, ils les mettent à proximité des humains, des rangers, et qui commencent à échanger avec des bruits, des sons qui sont familiers à ces gens-là, si bien que c'est pour la promotion du tourisme, mais sans trop déranger l'aspect un peu sauvage. On s'approche à 4 mètres, 5 mètres de ces gorilles. Et on n'a pas... Et il y a beaucoup d'amitiés qui ont été tissées, apparemment, d'après les images que vous avez rapportées. Bien sûr, c'est des rencontres fortuites. Ils sont tellement accueillants. Ils m'emmènent, ils me prennent par la main, ils m'emmènent ce qu'ils ont fait, leurs traditions, leurs coutumes. C'est super, c'est vraiment... En tout cas, ce sont des échanges qui vont être profitables pour dresser des passerelles. Peut-être qu'aussi les Ougandais seront curieux de découvrir l'Algérie un jour. Mais bien sûr. Qu'il y ait un bel échange. On me le demande. Il y a un grand aspect qui a été discuté à très haut niveau. Leur président est venu il y a 2 ans de ça chez nous et il y a eu un aspect
ateliers touristiques sur les échanges des deux pays pour promouvoir le tourisme, les deux destinations réciproquement. Il y a un travail qui est en train de se faire maintenant, ces jours-ci, d'ailleurs je dois repartir, où on doit faire la promotion des deux pays. Il y a une délégation qui devrait venir ici visiter le sud algérien, le saharien. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça nous permet de connaître beaucoup plus l'Afrique et c'est un très bon moyen de se familiariser. Hein. Il n'y a pas que l'économie, quand bien même l'économie est tout aussi importante. Hein. On commence maintenant concrètement, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas des paroles dans l'air, c'est des contrats qui ont été passés pour la livraison de café, de lait, des autres commodités à partir de l'Ouganda. Mais chez nous aussi, nous avons on offre des services dans le domaine de l'énergie, comme je disais tout à l'heure, et dans d'autres domaines, des industries, médicales aussi. Merci infiniment. Oui, que vous dire, Mohamed Yahyaoui? Bon vent pour les prochaines découvertes, prochains pays africains, justement. Et vos carnets de voyage nous intéressent. C'est dommage que l'émission soit un peu courte, j'ai tellement de choses à faire. C'est toujours comme ça, hein, on veut tout mettre, on veut tout dire à la fois, et puis bon, on se disperse. Mais non, ce qui est important, ce n'est pas toujours de dire, mais de vivre bien cet instant magique. Ça c'est personnel, c'est personnel, mais j'ai envie de partager ça. Avec vous reviendrez, Mohamed Yahyaoui. Et je vais revenir, parce que le studio me plaît, l'ambiance me plaît comme d'habitude. Merci beaucoup. Sahaf Torkom. Laïs et le mec, Sahar Ramadan, comme vous qui nous suivez aujourd'hui, bien sûr, Ramadan, c'est aussi de belles manifestations culturelles qui vous attendent dans les différentes institutions. Aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à une soirée Guénéoui. Elle a été couverte pour vous et rien que pour vous par Lida Teboul dans ce reportage et compte rendu qu'on va découvrir ensemble. Dernier réglage, répétition, concentration. Une ambiance intimiste avant de monter sur scène. اليوم عندنا ريبرتوار ديوان ونلعبوا يعني نبازيو على الديوان الجزائري يعني الديوان تاع الجزائر تاعنا وعندنا ثاني كما يقول لك فلافيزيون ثاني يعني نمسوا فايز موسيقى لي بون فلافيزيون في الافريقي في الجزائر. Spectacle. Sur scène, le son du gumberi résonne, entraîne le public dans une atmosphère unique, une ambiance festive et un voyage musical qui en conquit le public. Aujourd'hui, c'est vraiment magnifique. J'ai l'habitude d'assister les soirées Ramadan كل عام. Donc غير سمعنا بلي كاينه une soirée Gnawa surtout, c'est un kiff, c'est génial, il y a plein de jeunes, l'ambiance elle est au top et franchement on adore. Où la musique gnawa rassemblait les cœurs dans une ambiance chaleureuse et authentique. Un moment gravé dans les esprits et porté par la magie de la tradition.
disposition est toute faite, tout installé pour l'espace suivant, celui de Amina Ziri qu'on va retrouver dans un instant. Amina Ziri qui va nous faire voyager à travers la poésie, bien sûr. La poésie gnawi est très intéressante, elle nous plonge dans la spiritualité en ce mois de Ramadan. Mais Amina Ziri va nous révéler un véritable pan de notre patrimoine. C'est après ceci. معليش voilà معليش il y a aucun souci. Il y a aucun souci. Bonjour Amina. صحة رمضانكم. Ça va Radia? Très belle en noir. الأسود يليق بك. Et le rose aussi. Le rose et bleu, quel choix de couleurs magnifique. Ça va? Très bien. Bien. En 10 jours, tout va bien. Ça se passe très vite. Hein? Ça se passe très vite. Oui. Alors, je préfère commencer cet espace consacré à notre patrimoine culturel avec une bouqala. Avec plaisir. Que je dédie à mon amie Radia. Merci. À mon invité aussi, Amina Abed, bienvenue. Abed, à toutes les femmes. On vient de célébrer le 8 mars. Donc, je dis Bismillah بديت وعن النبي صليت وعليكم يا الحباب هذا البقالة نويت. هذه ليك. الزينة يا الزينة، الزينة يا الزينة، وزين الزين ربي عطاك. طبيعتك حنينة وكحل العين واتاك، وردة في جنينة، وردة في جنينة في يد اللي خداك. ربي يحفظك من العين ويخليك اللي رباك. Voilà, une très belle bouqala que je dédie aussi à notre invitée Amina Abed qui n'est pas venue les mains vides. Elle nous a ramené un très beau cadeau à toutes les femmes algériennes à l'occasion du 8 mars, donc qu'on vient de célébrer. Ça fait 2 jours. Tout à fait. Donc Amina, bonjour. Bonjour. Ça va? صباح لاباس. الحمد لله. مرحبا بك. الله يسلمك. مرحبا بيا عندكم. اهلا وسهلا. مرحبا. وانا j'ai adoré son style, il est super. Elle est mignonne, elle est belle comme toutes les Algériennes, bien sûr. Amina, vous avez ramené donc une très belle chanson, un clip intitulé Faraoula, fraise. Fraise qui est omniprésent في هذا رمضان. Ah oui, oui. C'est vrai, sur les étals. Et qui dit Faraoula, dit aussi Skikda, Rosikada, cette belle ville d'Algérie. Ils ont un beau festival de la fraise là-bas. Magnifique. Chaque année. Extraordinaire. J'ai eu l'occasion d'assister. Ah, bravo. مرحبا بك. مرحبا بك. Donc Faraoula, fraise. C'est quoi le message du clip, de la chanson? هنا لازم نحكوا الحكايه تاع الفخاز. حنا كي نروحوا نشوفوا في الزراعه ايتو الفخاز باش تنبت لازم لها تربه مسقمه. ولازم لها الشخص اللي يعتني بها يكون فاهم الطريقه تاع كيفاش تنبت. وما تنبتش في اي بلاصه. سمعي سي لا فام هذه. فوالا ما تنبتش في اي بلاصه. زائد نهار اللي تنبت مليح ونحوها في وقتها، كل بذره فيها كل زريعه فيها تتغرس تنوض نبتة واحدة أخرى. لكن إذا نحيناها قبل وقتها الزريعة تاعها راح تكون فاسدة. فمن هنا جت الحكاية تاع فراولة. سي لا فام. سي لا فام. فوالا سي لا فام. une métaphore. وي إذا لا فام هذه كبرت في بيئة مسقمة، اعتنوا بها بالطريقة الصحيحة كامل ايتو، راح تخرج لنا امرأة ناضجة تعرف البذور تاعها اللي هي ولادها ايتو، تعرف كيفاش تخليهم منتجين في المجتمع تاعنا. لكن إذا تربات بالعنف ولا بالتربية الغير سليمة راح تأثر على لا فام وراح تأثر على الجيل كامل اللي يجي موراها. فهذا هو البرانسيب. Le principe et l'idée. Bravo. Et vous avez passé le message d'une façon كوميك كوميدية درامية وجو بونس كو ستيل جديد في الجزائر ماهوش اكزيستي، لأنه نوصلوا الميساج بطريقة فكاهية لكن شوية فلسفية. D'accord. On va peut-être voir les images. D'accord, mais avant, ok, on va voir. Non, je ne sais pas si elles sont prêtes. Vas-y, vas-y. En tout cas, je voulais juste dire que Amina, elle a profité de l'occasion justement pour promouvoir la tenue traditionnelle, l'habit traditionnel. Elle était avec un groupe de femmes, elles étaient habillées de karakou,
de Kaftan aussi. Oui. Et donc, c'est une façon pour vous de passer le message pour promouvoir notre patrimoine. Par exemple, علاش درنا في السيناريو انه انا نكون لابسه الملابس التقليديه والاسره تاعي اللي هي في الكليب الوالده تاعي واخواتاتي باش نبينوا للناس باللي انا مانيش مضطره اني نخرج على العادات والتقاليد. نقدر بالعادات والتقاليد تاعي نطور في حوايج واحد اخرين. Très bien, très bien. Donc, je ne sais pas si on peut écouter un extrait de ce clip. تكتشف كيف تصبح الفراولة رمزاً للشجاعة والتغيير. Donc voilà, il y a eu aussi la participation de notre actrice Farida Harhar qui a joué le rôle de votre maman. Qu'on salue de passage. اول شيء نقدم لها كل الاحترام والتقدير، يعني قامت بالدور تاعها اكزاكت كيما رانا حابينه، لانه راهي رافضه شخصيه جديده ولا الشخصيه تاع بنتها. مثلا لو نشوفوا في المجتمعات تاعنا توجور لا فام يقولها لبسي هذه ما تلبسيش، هذه قولي هذه ما تقوليش، هذه روحي منا ما تروحيش منا. فهي مثلت هذاك الدور تاع ماهوش عاجبها الحال، ماهوش عاجبني انه انت تكوني كيما راكي باغيه ولا تقولي واش راكي حابه. فهذا هو الميساج تاعها. الامهات تاعنا يخافوا علينا على يعني يتصرفوا هذاك التصرف. اكيد. n'est-ce pas? D'accord. Et vous avez interprété, composé, écrit la chanson. Oui. C'est super. كتبتها لحنتها وثاني السيناريو انا اللي كتبته. داكور. بيان سور كانوا معايا ليكيب اللي عاونوني باسكو هذه نقدروا نقولوا انها المولود الجديد تاعي. سي لا بروميير فوا كون نكتب ولا نغني ولا نكتب سيناريو. C'était quoi le rôle de vos enfants? Ils ont collaboré à cette chanson? Oui, لي زونفون ديالي هما اللي شجعوني باسكو كنت نغني لهم منين داك اغاني تاع سبيس 22 بصح نبدلهم لهم على حسب اسماواتهم. فكانوا يعجبهم هذا الحال يعني كي نبدل الغنيايتو. الفراولة بدات منهم ثاني. كانوا يشوفون نلبس بزاف الغوج ولا ماما راكي كوم الفخاز. J'ai beaucoup adoré l'idée, Radia. Non, c'est sympathique. Faraoula. C'est sympathique. Mais sinon, oui. Mais sinon, elle a un lien avec le Bouqala parce qu'il s'agit de Bouqala. Oui, aujourd'hui, je voulais parler de Bouqala. C'est vrai que Ramadan, c'est un mois de partage, de spiritualité et de solidarité. Mais c'est un mois aussi où il y a ce grand retour à tout ce qui est traditionnel. Donc, les Algériens, enfin, dans tous les foyers, ça donne à tout ce qui est traditionnel, et notamment le Bouqala. البقالة كي كمان عندها معزة خاصة عند النساء. Donc عند les femmes surtout. Donc les femmes ils sont très attachées à ce rituel. Donc il est pratiqué un petit peu partout. Il est amusant aussi. Oui, c'est une manière de s'amuser, de se distraire dans les soirées, les longues soirées ramadanesques. Donc c'est un jeu qui est pratiqué à Alger, à Meliana, à Cherchel, à Delès, à Qli'a. Et donc, pour dire qu'avant, il n'y avait pas les moyens de distraction, il n'y avait pas aussi les moyens de communication. Donc, il n'y avait pas l'Internet, les réseaux. Il n'y avait pas autant de séries télé aussi. Exactement. Donc, les femmes, et puis il faut expliquer un détail, c'est que avant les hommes, ils étaient absents durant Ramadan. Donc, la femme, هذيك اللي عندها خوها خطيبها سون فيس الزوج تاعها دونك كلشي يديروا البقالات سيتي دي بويم دونك كل وحده تنوي على خطيبها على ويجيهم الفال دونك بور سو ريمونتي يا درا الفال تاع دوكا واش الوغ دوك نعطيك الفال واش يقول يا راديا اللي غناو عليك تانيك الفنانين سامي الجزائري كي شانتي يا راديا فرحتي الوغ يقول لك اذا طاح الليل راهو يطلع النهار واذا كتر النحاس الذهب هو اللي يسطع
وسيرتك كي العطر بين الناس، القعده الزينه كالسلطان مربع. Voilà. Beau, c'est très poétique. بقالة. Vous connaissez des بقالات أمينة؟ نعرف وحدة. هيا عطيها لنا. عطينا سر بها توت هذه سبيسيالمون للناس المتزوجين ولا اللي يحبوا بعضهم بوكو بليس. أنا مجنونة به وهو مجنون بيا. أنا نحبه وهو يموت عليا. اللي يبغي لنا الخير ربي يزين سعده ويعطيه على قيس النية. واللي يحب لنا الشر الله يبعده علينا وعليه. إن شاء الله يا ربي. Amin. إن شاء الله. إن شاء الله. Amin ya Amina. Je ne sais pas si je peux expliquer le concept du. Brièvement, parce qu'il nous reste on n'a pas beaucoup de temps. D'accord, 1 minute. Donc, le concept, c'est quoi? C'est que d'abord, il faut dire que le bocal, c'est un récipient en terre cuite ou en. Passe-moi le mot. Oui, en argile. En argile. Donc, il est rempli d'eau de 7 robinets. Et chaque femme ou chaque demoiselle qui assiste à ce rituel, elle met un objet généralement, une bague, c'est une boucle d'oreille. En même temps, il y a une autre femme qui récite le bokala ou le poème. C'est un cérémonial où il y a de belles paroles qui sont citées. Exactement. On va les sentir le faire. Voilà, il y a une autre jeune fille qui retire la bague ou l'osmo. Alors, à celle qui appartient à هذاك الخاتم ولا المنيكشة ينوع عليها هذاك الفال ولا هذيك تاع لوردينير تاع نعقدو. Alors un foulard ou une عقدو. Quand il n'y a pas le bocal. En tout cas, le générique est déjà là, donc c'est le moment de dire au revoir aux téléspectateurs. Amina, on va je laisse la parole à... Pour tous ceux qui nous regardent ce matin, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. ميرسي بوكو كامل الناس اللي وقفوا معايا في هذا الكليب. ميرسي بوكو ليكم والحصريه راهي كانت القناه تاعكم. مرحبا. ميرسي يعيشك. سالو صوفيا اوسي. وي صوفيا ايا صوفيا وايضا الزوج تاعها محمد مرابط اللي هما ساعدوني بالبزاف في الكليب هذا. Qui sera sur scène